Donc Hive ou la convergence entre Data Warehouse et Big Data. Alors elle s'est intitulée précédemment Deep Dive Hive. Ça va rester assez proche. Un slide que vous allez voir souvent pendant ces 2 jours. Et on les remercie encore une fois, c'est nos sponsors. Donc sans eux, pas d'événement. Donc n'hésitez pas à prendre un peu de temps pour aller les voir sur leur stand. Ils sont gentils de manière générale. Ils mangent personne. On va se présenter. Julien, je te laisse te présenter. Donc Julien Buret, je suis directeur technique chez Xebia, donc plus expert côté Big Data ou Java à la base. Et David Joubert, consultant data chez Selenza, qui est la petite sœur de Xebia, mais plutôt côté Microsoft, là où Xebia est sur Java. Alors un petit agenda rapide pour vous dire de quoi on va parler et surtout de quoi on ne va pas parler. Donc on va faire un peu d'Hadoop, forcément. Beaucoup de Hive avec son historique, ses moteurs d'exécution, tout ce qui va être stockage et une petite passe sur les statistiques. Et quelques démos, pas mal de démos, on aimerait bien en faire pas mal pour que ce soit un peu sympa. Et on ne va pas parler de tout le reste en fait, donc on est vraiment concentré sur Hive et pas sur toutes les autres stacks, toutes les autres parties de Big Data. Vous aurez l'occasion d'aller voir d'autres sessions si vous voulez, notamment aujourd'hui à 15h30 avec APS, qui est l'appliance Big Data de Microsoft, et une session Big Data et Real Time demain à 14h. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à y aller. Alors Hadoop, un petit peu d'histoire au niveau d'Hadoop. Donc c'est un framework aidant au développement d'applications distribuées et scalables qui a été débuté en 2005. C'est une réimplémentation de 2 papiers de Google et c'est quelque chose qui est un top level même au niveau projet chez Apache depuis 2009. Ce qu'on peut dire en substance, c'est que ce n'est pas une base de données en fait. Ça, il faut bien l'intégrer. C'est un système de fichiers distribués et c'est un moteur de calcul. Donc souvent, les gens font le rapprochement base de données, mais pas du tout. Et d'ailleurs, de ce point de vue, on peut dire qu'il n'est pas super performant pour tout ce qui est analyse des données en temps réel, et que beaucoup d'évolutions justement sur Hadoop sont en ce sens pour rendre cette analyse un peu plus performante. Là, on voulait vous montrer un petit code MapReduce en fait, qui correspond à la jointure entre 2 tables. Donc il faut intégrer, il faut créer 5 ou 6 classes sur Java en fait pour permettre cette chose. Et c'est d'ailleurs pour ça va introduire le slide suivant. Donc sur Hive, pourquoi Hive a été développé. Alors il a été développé chez Facebook en premier, qui disposait de très bons consultants SQL, ou au moins des consultants BI qui savent écrire une requête. Et ils se sont dit ça va être plus pratique d'écrire une requête SQL plutôt que d'écrire du code Java parce que les développeurs n'étaient pas des développeurs Java. Donc Hive, ça a été open sourcé en 2009 et aujourd'hui c'est intégré en standard avec toutes les distributions Hadoop. Distribution Hadoop, on pense Hortonworks, Cloudera, Mapper, enfin voilà, c'est disponible et chez HD Insight aussi, du coup, chez Microsoft. Julien, je vais te laisser expliquer plus en détail comment fonctionne Hive. Alors l'idée derrière Hive est très simple, hein. C'est Facebook n'a pas écrit une base de données sur Hadoop. Tout ce qu'ils ont fait, ils ont dit notre besoin c'est de pouvoir partir d'une requête SQL et de pouvoir à partir de cette requête SQL générer des jobs MapReduce tels qu'on l'a vu avant pour analyser les données qui étaient stockées sur donc le Data Warehouse de chez Facebook qui était un cluster Hadoop. Donc Hive c'est 2 choses. C'est un interpréteur, donc c'est une application cliente qu'on installe sur un poste où il y a aussi une version serveur qu'on peut accéder à travers ODBC ou JDBC. Et cette application serveur va prendre une requête SQL simple, la transformer dans un job MapReduce. Alors il y a un deuxième module dans Hive qui vient avec justement comment traduire des fichiers dans un système de fichiers dans des tables SQL. Donc c'est ce qu'ils appellent dans Hive le Metastore. Donc le Metastore c'est juste... En fait, c'est une petite base de données relationnelle qui contient toutes les informations de comment une table est représentée sur Hadoop. Donc une table, c'est souvent un répertoire avec des fichiers. Et derrière, on a aussi un schéma en disant ces fichiers-là, ça va être par exemple du CSV qui contient n colonnes, un identifiant, un nom, un prénom et ainsi de suite. Donc le travail de Hive, ça va être de prendre cette requête, de se baser sur les données du Metastore, à partir de là, de générer un job MapReduce, tel qu'on l'a vu avant, les 300 lignes de code qu'on a vues,
et envoyer ce job sur le cluster Hadoop. Donc après, le job MapReduce s'exécute de la même manière que d'habitude. On ne va pas rentrer dans le détail d'Hadoop, mais on a donc des fichiers qui sont sur un système de fichiers distribué, découpés en blocs, et on a des tâches qui vont être générées pour traiter chacun de ces blocs, et derrière avoir une sorte de plan d'exécution. Voilà. Donc la première chose, Hive, c'est un interpréteur SQL qui ressemble d'une certaine manière aux interpréteurs SQL qu'on a dans les bases de données. On part d'un langage, donc le HiveQL, qui n'est pas réellement du SQL, c'est un sous-ensemble de SQL 92, donc avec quelques limitations par rapport à une base relationnelle. À travers ce langage SQL, on va générer un AST, qui est en gros le langage qui a été compilé. À partir de là, on fait une analyse sémantique, un peu de la même manière que les bases de données. On va créer donc un query block. Donc en gros, dire cette requête contient un select, une jointure, un agrégat. Et à partir de là, on va rentrer un peu comme vraiment un interpréteur. On va générer un plan d'exécution logique. Donc ici, ça va être un join, enfin vraiment comment on l'implémente. Et à partir de là, on génère un job MapReduce qui va être exécuté sur le cluster. Alors, pour bien comprendre le problème du SQL sur Hadoop, il faut voir... alors, ça représente le plan d'exécution physique d'une requête qui n'est pas si compliquée que ça. Il y a une jointure, deux agrégats et un order by, globalement. Donc ça, en MapReduce, ça se représente de cette manière-là. Donc on a des fichiers qui sont sur un système de fichiers. Donc là, en gros, on va taper sur deux tables. Donc ça va être le premier job MapReduce qui va faire un agrégat sur une première table. Là, un deuxième job MapReduce qui va faire un agrégat sur une deuxième table. Le gros problème de MapReduce, et c'est là pourquoi c'est pas performant, c'est qu'on a pas mal d'étapes qui sont des sortes où on se retrouve avec un monitor et un gros besoin d'IO. Donc notamment ici, on a donc nos premiers jobs de map qui vont traiter des fichiers. Et ici, il y a une étape qui fait qu'on doit attendre que tous les maps soient terminés. Toutes les données sont écrites une première fois sur disque. On a une autre étape qui passe, on relie les fichiers sur disque, on fait un autre traitement, en général de l'agrégat, et on réécrit les données sur HDFS. On a la même chose en parallèle sur un deuxième job. Donc là, on a fait deux agrégats. Ensuite, on doit faire une jointure. Pareil, on a un autre job MapReduce qui va être exécuté, qui va aller relire les données sur HDFS, va faire la partie join, écrit en système de fichier local, va relire, va faire le reduce, remet sur HDFS. Et la dernière étape qui est le tri, je relis tout, je retrie et je réécris. Alors, le gros avantage de MapReduce, c'est que c'est quelque chose qui est vraiment scalable. Ça peut scaler sur jusqu'à des milliers, jusqu'à dizaines de milliers de machines, donc traiter des pétaoctets de données. Le gros problème, c'est qu'il y a une latence énorme, donc due à toutes ces sortes de monitors qui sont dans les jobs MapReduce et toutes ces écritures sur des fichiers temporaires, donc dans HDFS. Donc là, on va vous montrer d'abord à quoi ressemble Hive de manière globale. On ne va pas rentrer dans le détail. Donc juste rapidement, ici, j'ai exécuté une requête donc sur une table qui existe déjà. Je vous montre la création de la table rapidement, juste pour revenir, pour ceux qui ne connaîtraient pas le principe des tables externes et des tables normales. En fait, les tables externes ne recopient pas les données, ils vont juste créer un schéma sur des fichiers existants. Et derrière, on a les tables standards en fait, qui là vont recopier les données sur disque. Donc j'utilise ma table Filtered Reverse, c'est un fichier de données météo en fait qui contient 81 millions de lignes, je crois, et qui est assez simple. On n'a pas souhaité s'aventurer en fait dans de la donnée trop déstructurée, vu qu'on était plus intéressé sur des problèmes de performance. Pour revenir sur ma requête, donc ensuite, voilà, je veux juste sélectionner une moyenne de température par ville et reprendre que les 10 premiers résultats. Donc on s'aperçoit que le moteur définit lui-même le nombre de mappeurs et de réduceurs qu'il va lancer. Et ensuite, on voit l'avancement des différentes tâches. Et à la fin, on a bien notre résultat qui est renvoyé avec le temps pris pour exécuter cette requête. Voilà pour une première présentation de Hive. On va rentrer après plus dans le détail des différents moteurs et des différents niveaux de stockage. C'était juste que vous ayez une première présentation de Hive.
on va switcher sur ton poste. Donc un petit récapitulatif en fait de ce qui est une comparaison entre Hive et système relationnel. Donc on voit que les langages, d'un côté on a le SQL et de l'autre côté on a le FQL qui sont assez proches. Hein. C'est comme ça que Hive a été défini, donc forcément ils sont assez proches. Sur Hive aujourd'hui on n'a pas tout ce qui est update, delete et transaction, même si on verra en conclusion que ça risque d'arriver assez rapidement maintenant. Au niveau index, on n'a pas une comment dire, on a moins de latitude à utiliser les index sur Hive que sur SQL, sur SQL Server par exemple. Au niveau latence, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Julien, on a une latence assez élevée avec Hive, alors qu'elle est très faible au niveau base de données relationnelle, et qu'on est sur des volumétries plutôt de l'ordre du Tera en base de données, plutôt de l'ordre du pétaoctet sur Hive. Une des choses importantes aussi, c'est le caractère schéma on read de Hive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les données ne vont pas être validées en fait à l'écriture. Donc vous pouvez charger un peu tout ce que vous voulez et ça va être assez rapide parce que vous n'avez pas cette validation par d'index ou de contrainte ou de choses comme ça. Donc c'est assez rapide en écriture. Par contre, cette validation va se faire à la lecture. Un des avantages, c'est que vous allez pouvoir plugger plusieurs métadonnées sur les mêmes fichiers au final. On l'a vu avec les tables externes. Je peux très bien créer une deuxième table externe basée sur le même fichier avec d'autres métadonnées. Alors Hive, quel usage? Parce qu'on a vu que ce n'était pas pour faire de la requête interactive vu la latence qui était assez importante. C'est les use cases standards, on va dire, de Big Data. Hein. Donc, c'est de l'analyse de réseaux sociaux, de l'analyse de logs, du clickstream, tout ce genre de choses où on va récupérer en fait l'ensemble des données et qu'on va stocker dans Hadoop. Par contre, dès l'instant où on va vouloir faire de l'analyse, on va devoir préagréger les données, par exemple, ou avoir une latence un peu plus faible. On va devoir récupérer le lot de données qu'on a chargé dans quelque chose de plus conventionnel, comme un data warehouse ou des bases de données un peu plus classiques. Mais il y a quand même quelques outils pour faire du requêtage interactif, et tu vas nous en parler, Julien. Alors, c'est du côté d'Hadoop un des sujets, on va dire un des sujets chauds des dernières années, c'est de dire justement on n'a pas envie d'avoir cet ensemble de systèmes pour pouvoir analyser la donnée. Donc d'un côté le cluster Big Data et d'un autre côté la partie juste interactive, juste pour récupérer, interroger la donnée. Donc en gros, chez à peu près tous les éditeurs du monde Big Data ou dans les projets open source, il y a une initiative pour dire maintenant je veux que mon Hadoop soit capable de servir de la donnée de manière interactive. Interactive au sens où on fait une requête SQL relativement simple, tel que j'ai dit, hein, une jointure entre deux data stores avec un agrégat, un filtrage. On veut avoir une réponse de l'ordre de quelques secondes, la minute, mais pas plus. On n'a pas envie d'attendre 4 heures pour avoir un résultat. Donc là, il y a quelques exemples de ce qui se fait dans le monde d'Hadoop sur l'interactif. Donc côté éditeur, on retrouve... donc par exemple, il y a des choses chez Pivotal, il y a aussi une initiative chez Oracle, il y en a d'autres chez Microsoft. Donc, et il y a aussi un ensemble de projets open source qui arrivent, donc notamment Apache Drills qui est un peu le premier. Chez Cloudera, on retrouve un projet Impala. Chez Facebook, ils ont aussi arrêté, ils sont beaucoup moins contributeurs de Hive et depuis quelques années, ils ont aussi un autre projet pour remplacer Hive en interne, qui est Presto, qui est la même idée, refaire Hive mais pour faire de l'interactif. Donc ils utilisent maintenant en prod sur, je ne sais plus, quelque chose de l'ordre de quelques centaines de pétas de données. Shark, on va revenir après sur le moteur Spark. Et il y a aussi une initiative sur Hive qui est portée par Hortonworks, qui est le projet Stinger, qui est le fait de justement apporter un ensemble d'améliorations sur Hive pour pouvoir dire maintenant Hive peut servir à faire du batch et aussi à faire de l'interactif, donc avoir des requêtes sur lesquelles ils peuvent répondre rapidement. Alors c'est plus ou moins annoncé, hein, c'est pour faire du SQL sur Hadoop, MapReduce c'est fini. Donc il y a eu une annonce de Google il y a quelques années qui, alors Google n'utilise pas Hadoop derrière, mais Google est quand même initiateur de ces technologies. Et en interne, Google n'utilise plus MapReduce depuis à peu près 6 mois maintenant. Donc ça fait quelques années qu'ils sont sur des moteurs justement beaucoup plus optimisés pour faire du SQL, qui ne sont pas open source, on les retrouve à travers leurs produits, Bcode, des choses comme ça.
Mais le MapReduce pour SQL, ça va vraiment être la fin. Donc sur Hive, la première chose qu'on retrouve, c'est maintenant on peut changer le moteur d'exécution. C'est la première arrivée qui est sur Hive, de dire c'est fini MapReduce, maintenant je veux faire du Thèse, du Spark ou peut-être un jour d'autres choses. Pareil, côté, finalement, quand on a besoin de faire de l'interactif, sur certaines stacks, on dit la solution, c'est plus de faire du Hive, la solution, c'est de prendre un autre produit qui, lui, est fait pour faire de l'interactif. Notamment Impala chez Cloudera ou Drills chez Mapper. Donc juste rapidement, pour ouvrir un peu l'écosystème, c'est maintenant, pour faire du SQL sur Hadoop, il y a plusieurs solutions. La première qui est portée par certains, c'est de dire finalement le Hive c'était pas la bonne solution, MapReduce c'était vraiment pas la bonne solution pour faire du SQL. Et donc commence à réimplémenter des moteurs d'exécution qui viennent un peu du monde SQL. Hein. Alors on entend ou pas. Donc il y a des projets, ils disent nous on va réimplémenter un MPP pour Hadoop. C'est notamment le cas de Cloudera à travers Impala, c'est le cas de Pivotal à travers Hawk, qui est un Green Plum adapté pour Hadoop. C'est le cas chez Oracle, chez IBM sur leur projet Big Data. Et donc le but, c'est qu'ils reprennent les grands concepts de la base de données, ils disent à partir de là, on va refaire des requêtes SQL, mais sur un système de stockage distribué. Donc rapidement, par exemple, Impala est un de ces systèmes, avec un principe, plutôt que de casser toute la compatibilité qu'il y avait derrière, ils disent on a refait un MPP, mais on va le plugger sur un des deux composants de Hive, qui est le Metastore. Donc on va partager les métadonnées de Hive, les API, c'est exactement les mêmes API, et on va pouvoir lancer du SQL. C'est une solution qu'on ne va pas présenter ici, hein, c'est plus pour ouvrir un peu ce qui se fait maintenant sur Hadoop. Donc la deuxième solution, c'est de dire Hive, finalement, le modèle n'était pas si mal, l'interpréteur est bien, mais le gros problème, c'est le moteur d'interprétation, le moteur d'exécution, qui est MapReduce. Donc il y a une solution de dire remplaçons MapReduce. Donc le premier projet qu'on a vu là-dessus, c'était Spark, qui est en gros, c'est plutôt que de faire du MapReduce, on va partir sur un autre modèle d'exécution qui lui n'a pas ces problèmes de à chaque fois je dois écrire sur disque ma donnée intermédiaire, mais fonctionne toujours avec de l'écriture mémoire. Alors ça vient d'un constat assez simple, c'est que sur des gros clusters Hadoop, en général, les requêtes interactives, ce que les gens requêtent à travers un client SQL, c'est des tailles de données qui tiennent en mémoire sur le cluster, donc de l'ordre de quelques centaines de gigas jusqu'au Tera. Donc de toute façon, on peut les traiter facilement sans écrire les données sur disque, uniquement en mémoire. C'est le cas de Spark, on lance une requête Spark, il va charger les données sur HDFS, il va faire un traitement qui ressemble un peu à MapReduce avec d'abord je vais parser la donnée, qui est ça, plutôt que de l'écrire sur disque, juste je vais la streamer en mémoire, un job qui va se lancer après pour dire moi maintenant je vais devoir grouper la donnée par clé, il va relire en mémoire, écrire ainsi de suite. Avec ce type de moteur, on peut réécrire des requêtes SQL sans avoir toutes ces étapes d'écriture sur disque. Donc Spark est un exemple, avec Shark qui permet de faire du SQL, ou directement dans un job Spark, on peut écrire des requêtes SQL sur nos données. Et un troisième moteur qui lui est un peu plus généraliste, c'est celui qui est porté donc, dans l'initiative Stinger, donc par Hortonworks, qui est disponible sur HD Insight ou sur HDP, qui est Thèse. Donc Thèse, l'idée simple, c'est de dire on repart de scratch pour refaire un nouveau moteur d'exécution pour Hadoop, mais sans toutes les limitations que MapReduce peut avoir. Donc en gros, Thèse, ça supporte tout ce que supporte MapReduce. On peut faire des tâches de map, des tâches de reduce. Il y a une tâche de base aussi pour faire des jointures. Et le but de Thèse, c'est de dire je vais pouvoir construire des plans d'exécution physique de manière beaucoup plus optimale que MapReduce. Notamment, on va supprimer l'utilisation du disque pour les données temporaires. Thèse est capable de faire comme Spark, de dire là, ma donnée, elle tient en mémoire, je ne vais pas l'écrire sur disque, je la laisse en mémoire. La tâche suivante va relire directement en mémoire. Le pipelining, donc c'est pareil, ça rejoint un peu ce concept-là. Entre un map et un MapReduce, il n'y a pas besoin d'écrire les données sur disque et d'attendre que toutes les tâches soient terminées. Il peut streamer en gros la donnée entre les différentes tâches. Et on n'est pas obligé de faire des suites de jobs MapReduce, on peut faire des DAG beaucoup plus complexes avec des maps et des suites de reducers. Donc un exemple simple, c'est on partait de notre job de tout à l'heure avec toutes ces problématiques, tous ces monitors, tous ces I/O. Donc le but, c'est de dire on a besoin de supprimer donc, toutes ces écritures intermédiaires sur HDFS et de supprimer en gros les attentes qu'il y a ici. Le but de Thèse, c'est de faire exactement ça, c'est de passer sur un schéma. On peut en passer deux. Voilà. C'est de refaire un plan d'exécution beaucoup plus simple en se disant finalement les seules choses qui servent, c'est les maps au début. Et ensuite, tous les autres maps ne servent à rien, ils servaient juste à récupérer la donnée sur disque intermédiaire.
Donc on fait juste nos deux maps sur nos deux tables, et ensuite on a nos reduce qui servent ici à faire de l'agrégation, ici à faire la jointure, et ici l'order by. Et on écrit le résultat une fois sur HDFS. Donc on pourrait faire le plan d'exécution sans écrire de données temporaires. Donc c'est la première grosse optimisation sur Hadoop pour dire on va commencer à tendre vers des choses qui ressembleraient à ce qu'on aurait dans une base de données relationnelle, plus interactif et plus rapide. Et ça, on va voir que ça se fait de manière super simple en fait sur Hive et dans nos configurations sur Hadoop. Donc là, j'ai exécuté en fait la requête suivante, donc qui est toujours mon select ville et ma moyenne des températures. Et donc je l'ai exécuté en utilisant le moteur MapReduce et en utilisant le moteur Thèse. Et on voit que c'est juste une petite ligne de configuration à utiliser dans Hive, qui est un set Hive Execution Engine égale MR. Et donc si on exécute cette requête, alors le problème c'est qu'il y a plus de villes que de lignes dans mon historique petit, on voit qu'on a pris 281 secondes pour exécuter cette requête en moteur MapReduce. Et j'ai exécuté exactement la même requête en utilisant le moteur Thèse. Donc pareil, de la même manière, j'ai un set engine égale Thèse. Et là, on est tombé à 126 secondes. Donc c'est quelque chose de plutôt intéressant où on a pris presque 50% de performance juste en écrivant une ligne de choix de moteur. Donc c'est vraiment une évolution sympa. On a testé aussi sur alors je ne l'ai pas exécuté, mais sur des requêtes un peu plus complexes, ou du moins avec jointure. Et on n'est pas de l'ordre de 50%, mais on est sur des temps assez intéressants aussi. On est passé de 330 secondes à un peu moins de 200 secondes. Donc effectivement, on constate l'apport de ce moteur d'exécution aujourd'hui sur Hive. Et la petite anecdote avant de passer au slide suivant, c'est la portée aussi de ce moteur Thèse sur ce qui est Pig. Alors, on avait dit qu'on n'en parlerait pas, mais sur les prochaines versions d'Hadoop, le moteur Thèse est aussi disponible pour Pig, donc on espère des améliorations du même ordre d'idées. Alors Hive, ça s'utilise plutôt sur la donnée brute, donc des formats textuels, donc tout ce qui est CSV, et fichiers de log, export d'API ou choses comme ça. On peut dire que le parsing est assez coûteux de ce point de vue, vu que c'est de la donnée texte. Et on a des problèmes de compression. En fait, les problèmes de compression vont être dus au fait qu'on doive relire la donnée depuis le début et on peut pas compresser par bloc. Donc si vous voulez l'utiliser pour faire du MapReduce, vous êtes obligé de relire depuis la première ligne. Donc pour cela, on a commencé à mettre en place, les gens qui développent Hadoop ont commencé à mettre en place certains formats de fichiers. Alors ça peut être le sequence file qui est là un format de fichier qui est plutôt propre à Hive, et Avro qui est du format de fichier qui est complètement dépendant du framework Hadoop. Ces fichiers sont au format binaire, donc on va avoir un parsing moins coûteux. On va pouvoir compresser par bloc de données, ce qui entraîne un stockage adapté pour le MapReduce, parce qu'on l'a vu tout à l'heure sur l'explication du plan d'exécution ou même avant, du MapReduce en lui-même, ça marche par bloc et donc on va pouvoir utiliser ces blocs de manière optimale. Par contre, pour Hive, on se rend compte que ce n'est pas forcément la meilleure manière de stocker nos données. Pourquoi c'est simple? C'est que là, on reste sur des fichiers qui sont en stockage ligne, alors que Hive, comme c'est du SQL, on peut être amené à n'appeler qu'une colonne dans le type quand on fait des agrégations ou des choses comme ça. Et on va être obligé, dans ce type de format, de relire toutes les lignes pour aller chercher la bonne colonne. Alors comme dit David, effectivement, tous les formats d'Hadoop à l'origine étaient vraiment faits pour faire du stockage de record et faire du traitement derrière ligne à ligne, où j'ai stocké un document, enfin une ligne dans un document, et j'ai envie de récupérer toute cette ligne et de faire du traitement dessus. Alors de la même manière qu'en base de données, on retrouve ces plusieurs types de stockage, avec le stockage en ligne.
Et depuis quand même maintenant assez longtemps, on a aussi un deuxième format pour stocker la donnée, en tout cas une deuxième théorie pour stocker la donnée, dire plutôt que de stocker dans un fichier les différentes lignes, on va le stocker dans quelque chose qui s'appelle le mode orienté colonne, qui va être un mode de stockage qui va être orienté à faire de l'analyse de données, de l'agrégat, de récupérer uniquement quelques colonnes dans une table. Donc effectivement, Hive, comme on a dit, c'est pas fait pour récupérer une ligne, c'est pas fait pour récupérer quelques lignes dans un fichier, c'est quelque chose pour faire du traitement massif, du data warehouse, ce type de use case. Donc c'est ce type de use case où le stockage colonne va vraiment être efficace. Donc pour aller rapidement, on a de la même manière dans Hive que dans une base de données, on a une sorte de représentation. Quand on mappe un fichier CSV, on a une représentation des données logiques qui ressemble à ça, avec un fichier qui contient un certain nombre de colonnes, et pour chacune des colonnes, une valeur. Voilà. Ça, quand on le stocke sous CSV ou sous un format binaire, c'est stocké de cette manière-là. Donc on dit, on a un fichier CSV avec le premier élément, point virgule le deuxième, point virgule le troisième, un saut de ligne, et ainsi de suite. On a toutes les données qui sont stockées en ligne. Pareil sur les formats de stockage binaire, même si c'est un stockage en mode bloc, en fait les blocs c'est toujours sur un ensemble de lignes. Je vais stocker les 1000 premières lignes ensemble, les 1000 lignes suivantes ensemble, et ainsi de suite. L'idée du stockage colonne, c'est de dire, j'ai beaucoup de use cases où je veux juste une ou deux colonnes d'un fichier, ou alors j'ai des filtres assez efficaces. Donc plutôt que de stocker les données en ligne, on va dire je vais déjà récupérer un certain nombre d'éléments de la première colonne, par exemple les 10 000 premiers éléments, je vais les garder ensemble, je vais les compresser ensemble et les stocker ensemble dans le fichier. Alors ça a deux avantages. C'est quand on va vouloir récupérer uniquement, par exemple, je vais vouloir faire un agrégat sur la première colonne, plutôt que de devoir lire le fichier à chaque fois, je vais dire je veux récupérer le premier bloc, et ensuite je vais pouvoir skipper des blocs entiers, dire je skip le deuxième, le troisième, et ainsi de suite. Deuxième avantage aussi, c'est au niveau lecture, pareil, on va voir avec des modes d'exécution un peu optimisés, où on veut récupérer un grand nombre de lignes de la colonne pour pouvoir optimiser les agrégats. Le système orienté colonne permet de faire facilement ça. Dernier point sur la compression. Si on a des colonnes avec des cardinalités relativement faibles, on a souvent la même valeur. De les mettre ensemble dans la même partie compressée, les dictionnaires sont beaucoup plus efficaces, on compresse de manière beaucoup plus efficacement la donnée, juste en la stockant différemment. Donc c'est les différents apports de ce mode de stockage colonne qui vient de pas mal de théories qui sont de la base de données relationnelle. Ça a été adapté dans Hive assez récemment. Donc il y a deux formats qui sont, en tout cas il y a deux formats maintenant qui sont un peu en concurrence sur ce type de stockage. Donc ORC et Parquet. On ne va pas descendre dans le détail, mais ils sont relativement similaires, avec ce concept de récupérer, stocker en colonne, un encodage qui est pluggable et une compression qui est pluggable. Donc ça permet le stockage de données en colonne. Ça améliore les performances en lecture. Alors surtout en lecture. Alors après, sur Hadoop, on n'a pas le même problème qu'une base de données. On ne fait jamais d'update de données. Donc c'est très simple à faire en mode stockage colonne. C'est un batch qui va le faire. On n'a jamais ces problèmes de mise à jour. On n'a pas le coût de la mise à jour du stockage en colonne, puisqu'il n'y a pas de mise à jour dans Hadoop. Donc c'est vraiment bien adapté à ce type de use case où on fait vraiment du data warehouse. On stocke la donnée dans un GDFS, on la retraite une fois. Et comme j'ai dit, donc ça optimise le stockage. On a en général des meilleurs taux de compression. Donc une petite démo sur le stockage. Donc on va s'apercevoir que c'est aussi assez facile à mettre en œuvre. Pour ça, il me suffit de rajouter un stored as ORC dans la requête de création de mes tables. Donc si je reprends mes tables de tout à l'heure, j'ai juste une ligne à rajouter et ma table va être stockée au format ORC. Alors on peut déjà constater le gain en taille. Si je vais dans mon warehouse Hive, je prends par exemple ma table donc stockée au format ORC, on s'aperçoit qu'elle fait 507 mégas. Si je la compare avec mes données brutes de tout à l'heure, on voit que les données brutes font 6 gigas. Donc on peut s'apercevoir du taux de compression assez important et assez intéressant au niveau utilisation du disque. Donc ensuite, j'ai réexécuté exactement les mêmes requêtes que tout à l'heure en utilisant les tables en stockage ORC. Et donc si vous vous souvenez des temps d'exécution de tout à l'heure, ici on est descendu en MapReduce à 54 secondes d'exécution, donc sur la même requête. Et en thèse, on est descendu à 27 secondes d'exécution sur la même requête. Donc là, on est sur un facteur à peu près d'ordre 10 par rapport au stockage natif
et MapReduce. Donc c'est quand même quelque chose de vraiment, vraiment très intéressant. J'ai fait un petit Excel, histoire qu'on ait un produit Microsoft à montrer, sur les comparatifs des temps d'exécution. Et donc là, on se rend compte, alors c'était les temps d'exécution qu'on avait hier, mais on se rend, c'est assez significatif et ça saute assez aux yeux. Le temps gagné juste en rentrant quelques lignes de configuration finalement dans Hive. J'ai rentré 2 lignes de configuration, j'ai divisé par 10 les temps d'exécution. Un autre sujet aussi qui est important et on pensait intéressant d'en parler, c'est tout ce qui va être vectorisation. Donc la vectorisation, c'est la façon dont va traiter Hive les données. Juste pour faire un petit comparatif avec le monde de SQL Server, vous avez en SQL Server un mode d'exécution de type row ou un mode d'exécution de type batch auquel vous n'avez pas trop accès de manière directe. Mais en fait, SQL Server analyse la requête et voit comment il peut l'exécuter, donc soit en batch, soit en row. Et en fait, la vectorisation, c'est la même chose chez Hive. Donc pas de la même manière, mais là, on va pouvoir forcer une exécution en mode vectorisation s'il peut s'en servir. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est une contribution Hortonworks et Microsoft dans le cadre de l'initiative Stinger. Et donc, ils ont modifié le Query Engine dont tu parlais tout à l'heure, Julien, pour traiter justement ces vecteurs de colonnes en optimisant l'utilisation des CPU ou des caches. Et là, on va regarder comment fonctionne le moteur d'exécution et notamment l'optimisation de l'arbre d'exécution. Alors de la même manière, c'est Hive initialement. Donc on a vu, c'est la partie, le premier schéma que j'avais montré sur Hive. Il y a une partie driver qui va partir du SQL et faire un plan d'exécution de la même manière qu'une base de données. Alors il faut savoir, Hive, il n'y a pas les 40 ans d'expérience derrière. C'est le moteur qui fait l'optimisation des requêtes. C'est un moteur très simple, notamment c'est ce qu'on disait avec les rules based engine. C'est que l'analyse et l'optimisation de la requête qui est faite, elle est uniquement basée sur des règles basiques. En tout cas dans les premières versions de Hive. Donc il y a très peu d'optimisations qui sont faites. Donc pour les plus connus, c'est celles qui sont évidentes. C'est si vous avez une table partitionnée, vous demandez uniquement de faire le traitement sur une des partitions à travers un prédicat. Forcément, il va vous supprimer les partitions qui ne servent à rien. Pareil pour la projection, il va rapidement ne pas stocker dans les données temporaires les colonnes dont vous n'aurez pas besoin plus tard. Pareil pour l'ordre des filtres, il fait les filtres au plus tôt pour optimiser le volume de données. C'est globalement, il y en a quelques-unes d'autres, mais c'est des optimisations qui sont uniquement basées sur la requête. C'est uniquement en changeant l'ordre des prédicats de la requête, du SQL par rapport au plan d'exécution, on va faire des optimisations. Il n'y avait dans Hive aucune optimisation liée à la donnée en elle-même. Notamment, c'est ce qu'on voit dans les moteurs récents. Un des use cases importants, c'est quand on fait des jointures, peu importe le moteur de base de données, la stratégie de jointure, l'ordre sur lequel on fait les jointures est très important. On se base sur les moteurs récents, sur des statistiques qui sont calculées par la base de données pour déterminer quelle va être la stratégie la plus rapide. Notamment dans Hive, il y a quelque chose qui est assez connu, c'est même l'ordre des jointures n'est pas optimisé par le moteur. Notamment, vous devez absolument mettre dans vos jointures la plus grosse table en premier. Sinon, les performances vont vraiment être très mauvaises, puisqu'il stream uniquement la première table. Et pareil, dans le SQL, il n'y a aucun moyen de dire au moteur fais plutôt la requête de cette manière-là. Donc un des gros apports aussi sur les versions de Hive récentes, c'est ils ont enfin ajouté un moteur plus optimisé, ce qu'on appelle type un CBO, les Cost Based Optimization, qui existe depuis maintenant très longtemps sur toutes les bases de données. C'est le fait de se dire on ne va pas optimiser la requête uniquement sur la requête elle-même, mais aussi sur les statistiques qu'on a sur les données qui sont dans la base. Donc notamment, c'est quelque chose qui existe maintenant sur Hive à travers un projet Apache Optic qui est un projet Apache, ou qui existe plus sur les MPP, donc qui existe sur Impala ou sur les autres MPP commerciaux. Alors dans Hive, c'est quelque chose de très simple. Ils n'ont pas réécrit un CBO en quelques jours. Ils ont juste dit maintenant on va commencer à plugger des projets qui ont des optimiseurs type CBO dans le driver Hive.
notamment en récupérant les AST à la sortie de l'analyseur sémantique et dire cet AST, je vais le transformer dans un langage intermédiaire et je vais pouvoir l'envoyer vers des outils qui sont faits pour optimiser les plans d'exécution. Donc notamment en PageOptic, donc on lui donne le plan de la requête, les statistiques sur les tables, et lui va être capable d'optimiser la requête. Alors pour l'instant, ils ont la première optimisation qui est complètement pluguée sur Hive, c'est la plus basique, mais celle qui existe partout, c'est de dire je vais déjà optimiser l'ordre des jointures en mettant la plus grosse table en premier. Donc c'est vraiment le début de ces initiatives, c'est de dire maintenant on va avoir un vrai engine basé sur les coûts, basé sur les statistiques dans Hive. Avec toujours les mêmes problématiques, c'est qu'on doit calculer de la statistique. Dans Hive, on ne stocke pas des tables de quelques gigas, on a des statistiques calculées sur des très grosses tables. Avec les mêmes problèmes que les bases de données, les statistiques, on doit les maintenir, on doit les recalculer. Dans Hive, en général, on fait du massif, on insère une journée de données en même temps, on insère des gros volumes de données. Donc c'est un vrai problème de dire comment maintenir nos statistiques pour l'optimiseur. Et on va passer à une démo sur ces statistiques et sur la vectorisation. Alors je suis en train de redémarrer une VM comme vous pouvez le voir, juste pour être sûr qu'il n'y ait aucune statistique en fait sur les tables parce que j'en ai déjà créé. Juste en passant, on n'a pas fait les démos sur HD Insight tout simplement parce que dans la dernière version on n'est qu'en 0.13 sur Hive alors que le CBO est quelque chose qui est disponible qu'à partir de la 0.14 de Hive. Donc du coup on a utilisé une VM Hortonworks, donc qui est un partenaire de Microsoft pour le coup, mais qui tourne sous Linux. Je me reconnecte. Donc c'est une VM de sauvegarde avec les tables déjà chargées, mais uniquement les tables chargées. Aucune autre requête n'est passée. Donc là on a un peu de temps devant nous, donc on va pouvoir rejouer toutes les requêtes, je pense. Et donc pour bien comparer, on va donc désactiver la vectorisation et désactiver le CBO, même si par défaut il est désactivé, on va juste s'en assurer. On va en revanche passer en mode d'exécution thèse. Et on va lancer notre première requête, donc qui est un peu plus complexe que les requêtes précédentes et qui correspond à une jointure sur 4 tables, histoire d'avoir quelque chose d'un peu parlant. Donc là, on en a à peu près pour 2 minutes, je pense, d'exécution. Julien, si tu as quelque chose à dire pendant ces 2 minutes, ou si vous avez déjà des questions en rapport avec ce qu'on a présenté, n'hésitez pas. Ça va, tout le monde a suivi et tout le monde a compris? Donc la question c'est justement sur les performances de créer les tables en mode ligne ou en mode colonne. Globalement c'est ça. Alors je vais répondre assez rapidement, Hive n'est pas un moteur de base de données. Hive ne gère pas du stockage de données. On ne crée pas une table, on n'insère pas de la donnée dans Hive. Donc la première chose, c'est, on va dire en mode un peu ligne, c'est on met de la donnée type CSV ou sequence file. C'est l'utilisateur qui dit, moi, à un moment, j'ai de la donnée, je veux l'insérer au fil de l'eau ou en mode badge dans mon cluster. Quand on crée la table Hive dessus, la création de table, c'est juste des métadonnées. On dit Hive, en fait, je crée dans mes métadonnées une table qui s'appelle log, qui correspond au répertoire log dans lequel j'insère mes données. Donc le coût de création de la table est de 0. Alors pour le colonnard, c'est un peu différent parce qu'en général, le format colonnard n'est pas... on n'insère déjà pas de la donnée colonne, enfin de la donnée orientée colonne au fil de l'eau, puisqu'on doit créer des blocs de colonnes. Donc en général, la donnée colonne, c'est de la donnée que volontairement on transforme. On a la donnée en mode ligne type du log. Et on veut une fois par jour dire je veux quand même, tant pis, je duplique ma donnée pour des raisons de performance et je la restocke en mode colonne dans un format optimisé à côté. Donc là, on fait un job MapReduce qui va traiter ou autre, qui va traiter, mais je peux en dire j'ai 10 gigas de données par jour. Donc c'est un job map only qui est relativement scalable performant. Donc on va en quelques secondes, minutes, dire je recrée mon nouveau format orienté colonne, je le stocke et je recolle les nouvelles métadonnées sur cette table-là. Donc c'est vraiment le coût de, effectivement, on a un coût pour le colonnard qui est de je dois reparcourir ma donnée,
créer le format colonne, dupliquer la donnée, ça coûte de l'espace x2, hein, comme une base qui déciderait d'avoir les deux formats. Il y a maintenant des bases qui décident de dire, vu qu'il y a de l'année, je vais aussi dupliquer ma donnée en mode colonne pour optimiser les requêtes de type data warehouse, agrégat, ainsi de suite. Donc là, ma requête initiale vient de terminer, donc 135 secondes d'exécution. Donc juste moteur thèse par défaut et ni vectorisation, ni CBO. Donc je vais juste mettre en route la vectorisation. Déjà, si on regarde le plan d'exécution, donc le plan d'exécution dans Hive, c'est juste un explain devant la requête. C'est assez simple aussi finalement. Hive. Et donc on peut se rendre compte qu'on a sur chaque map en fait un exécution mode qui est passé en vectorized, donc qui prouve qu'il utilise bien, la vectorisation. Et en fait, on a la ligne même au-dessus sur les statistiques qui nous montre qu'il n'en a pas, donc il ne peut pas de toute façon utiliser le CBO même s'il était activé, parce qu'on va voir en fait que le CBO nécessite d'avoir des statistiques au niveau colonne sur les tables. Donc si je réexécute cette même requête, et on va pouvoir prendre d'autres questions, je pense. Ça va être un peu plus performant, mais on va être autour de 80 secondes, je pense. Ou peut-être un peu au-dessus, vu qu'on était à 135. Alors ça s'utilise sur du stockage colonne, mais en fait c'est juste le traitement par batch, en fait, par bloc de ligne et non ligne à ligne. Alors la question était, qu'est-ce que la vectorisation ? On a l'équivalent vraiment sur SQL Server où quand vous regardez un plan d'exécution, vous allez avoir un exécution mode qui va être soit en row, soit en batch, sur lequel vous n'avez pas la main et qui va être la façon dont vous avez écrit la requête. Et en fait, le mode batch est aussi beaucoup plus performant que le mode row de la même manière sur SQL Server. Tu as été très clair, Julien. Tu vois, on n'a pas plus de questions. Donc là, voilà, on est passé de 135 à 80 secondes. J'étais vraiment pas loin. Juste en ayant activé la vectorisation. Donc on va essayer de montrer que le CBO est efficace. Et pour ça, on va créer déjà les statistiques sur les tables. Je vous rassure, c'est assez rapide. Je pourrais. Donc là, on crée les statistiques au niveau table et au niveau colonne. Donc on n'utilise que les colonnes qui sont utilisées dans notre requête. Et ensuite, on va activer cet ensemble de paramètres qui sont utilisés par le CBO. Alors avec un peu de chance, ça va être significatif, mais pas forcément. Par contre, on va constater que le plan d'exécution n'est plus le même. C'est la dernière table, normalement. Donc là, j'exécute ce genre de requête parce que j'ai déjà chargé les données et je dois appliquer les statistiques. Hein. Sinon, il y a des commandes pour que les statistiques soient calculées dès l'insertion des données. Hein.
Voilà. Donc je lance mes 4 paramètres. Alors, on regardera l'explain tout à l'heure, parce qu'on n'a plus l'autre sous les yeux. Donc, on était à 80 secondes. On va croiser les doigts pour que ce soit significatif. Mais en fait, on peut même déjà s'en rendre compte ici que le plan d'exécution a changé, car on a 4 mappeurs au niveau 3, alors que tout à l'heure, c'était au dernier niveau des maps, juste avant les Redus. Donc, il y a eu une influence en fait, de ce CBO. Et pourquoi j'ai juste joué, hein, Julien en parlait tout à l'heure, sur le fait de mettre les tables avec le plus grand nombre de lignes dans les dernières jointures, en dernière place dans mes jointures. Donc en fait, lui va réordonner pour les mettre dans les premières. Mmh. Mmh. Oui. Alors la question c'était sur le calcul des statistiques fait à l'insertion des données. Alors David a rapidement parlé au début. En fait, il y a deux notions de table dans Hive. Il y a les tables et les tables externes. Alors la différence est assez faible. En fait, c'est quand on dit une table Hive. En fait, il n'y a pas réellement de table Hive. C'est dire je laisse Hive la gestion de la table, la gestion des. En fait, tout ce qu'il fait, c'est qu'il dit plutôt que de passer par de l'insert de fichiers, on va passer par une commande Hive pour dire je vais insérer les fichiers. Mais lui, ce que fait derrière, c'est qu'il fait vraiment un copie au niveau HDFS. Il fait un Hadoop fs-cp, enfin une copie comme on ferait une copie de système de fichiers. Effectivement, il y a juste un petit hack qui a été mis pour dire au moment où tu fais la copie, en plus tu lances un job MapReduce de calcul de stats. Mais le stockage reste géré par HDFS. Il n'y a pas un vrai stockage Hive qui se fait. Donc c'est la commande Hive à travers En fait, c'est vraiment le client qui va le faire. Hein. C'est le client Hive, l'utilisateur, qui va dire en plus, je vais lancer le job de calcul de stats. Mais il n'y a pas un démon Hive qui est là et qui dit je gère des données sur HDFS. Ça reste un client qui fait juste une suite d'opérations différentes. Donc pour revenir à notre CBO, donc là pour le coup on a regagné 10 secondes en fait d'exécution. Donc c'est bien, c'est comment ça se voit. Si on rejette un œil, alors on va pas pouvoir parce qu'en fait oui je l'ai perdu, je suis bête. Sur mon plan d'exécution, et ça va pas vraiment nous parler, je pense. Ouais, ça va pas vraiment nous parler, mais je pense qu'en fait la jointure sur la plus grande table est passée sur des maps en avant au lieu d'être en tout dernier. Et donc ça c'est un apport du CBO. Donc là c'est un peu plus contraignant on va dire que ce qui est moteur parce qu'il faut gérer les statistiques, faut gérer quelques paramètres en plus aussi à passer à trou. Enfin c'est pas aussi direct que du changement de moteur ou du stockage juste en mode ORC. Alors pourquoi parler de convergence? Parce que c'est vrai que la session, on l'a appelée convergence entre Data Warehouse et Big Data. Déjà, ce qu'on peut dire, en fait, c'est qu'au niveau langage, et Hive a été créé aussi en partie pour ça, c'est que leurs langages de requête sont comparables et sont assez proches, de par la création de Hive. Ensuite, on s'aperçoit que qu'une majorité des évolutions de Hive aujourd'hui sont des choses qui existent déjà au niveau base de données relationnelle et ils s'en inspirent fortement. Donc, on parlait du traitement en mode batch qui a entraîné la vectorisation chez Hive, de tout ce qui est stockage en mode colonne. Donc là, j'ai donné quelques moteurs SQL Server et ça donne le format ORC au niveau Hive, ou de ces moteurs d'exécution basés sur les statistiques qui entraînaient Query Planner. Donc Query Planner, c'est le CBO. Donc on voit bien cette inspiration qu'a Hive
à côté du moteur relationnel. Et c'est ce vers quoi il veut tendre, en fait, hein. On en parlait tout à l'heure, c'est vers de la requête interactive. Et la requête interactive, qui dit requête interactive, dit SQL et base de données relationnelles. Julien voulait nous parler un peu du futur de SQL sur Hadoop. Rapidement, hein. Je pense que tout a été dit. C'est maintenant toutes les évolutions qui vont arriver rapidement dans Hive, dans Impala, dans d'autres outils qui viennent pour faire du SQL sur Hadoop, c'est vraiment des choses qui viennent de la base de données. Notamment les extensions de langage. Comme je disais, on est à peine SQL 92 qui est implémenté dans Hive. Un des buts, il y a pas mal de patchs là-dessus, c'est de dire maintenant on va supporter déjà tout SQL 92, toutes les sous-requêtes, tous les types de sous-requêtes qui existent, qui sont supportés depuis quelques mois seulement. Et maintenant de commencer à rajouter des fonctions plus analytics. Là, c'est des exemples de fonctions qui existent aussi sur les bases de données. Hein. On va commencer à porter SQL 2008 ou 2011, je ne sais plus la version, vers Hive. Des supports de transactions, c'est pareil, on dit Hive travaille sur du HDFS. Il faut savoir que Hive peut travailler aussi sur d'autres systèmes de stockage, notamment HBase, pour dire j'ai des systèmes qui supportent l'insert, l'update et potentiellement les transactions. Donc des vues matérialisées, notamment dans le moteur test, pour dire j'ai des préagrégations qui existent dans Hadoop que je matérialise et je peux faire des plans d'exécution plus optimisés qui vont dire je vais taper sur mes vues matérialisées pour optimiser les requêtes. Donc en gros de la préagrégation, ce qui pourrait exister d'une manière différente dans des cubes ou des bases où on fait des vues matérialisées. Et aussi les requêtes multisources, hein, c'est dire aller encore plus loin. Et dire je ne vais pas forcément systématiquement pousser toute ma donnée dans le Hadoop pour faire une requête, mais dire je vais être capable de faire des requêtes qui vont à la fois taper sur mon big data, donc mon Hadoop sur laquelle je vais avoir stocké mes logs, ma donnée non structurée, mes exports d'API, et en même temps être capable de taper sur la base de données ou le data warehouse que j'ai à côté. Alors il y a quelques initiatives là-dessus, alors plus du côté des éditeurs de bases de données forcément, en tout cas ceux qui ont des appliances big data, notamment donc dans APS il y a un système qui se rapproche de ça. Chez Microsoft, chez Oracle, dans leur projet, dans leur appliance Big Data, ils ont le même système. Donc utiliser le moteur de requête de Oracle pour dire à la fois je peux taper dans la base Oracle ou dans le Hadoop. Ou aussi chez Facebook, donc qui était, comme on avait dit, un initiateur de Hive, qui maintenant utilise une autre solution, Presto, qui a un moteur type interactif sur Hadoop, mais qui à la fois peut taper dans leur autre base. Donc notamment ils utilisent du MySQL. Donc ils ont un moteur capable de taper un peu partout pour directement donc, les business analysts. Alors s'il vous reste des questions encore sur Hive, sur Hadoop, sur tout ce qu'on a parlé là. Il y a un slide de notation de session avec voilà. Ah. D'accord. J'ai fait ça. Donc voilà, n'hésitez pas à noter, à évaluer les sessions. C'est valable pour toutes les sessions, hein, pas que toute la journée, des 2 jours. Donc n'hésitez pas. Si vous avez des commentaires à faire, c'est l'endroit. Et merci à vous.